dernière conférence. Oui, mais je sais que vous avez beaucoup de choses à faire aussi, donc, mais je suis ravie que nous terminions sur l'indépendance américaine. C'est tout à fait approprié pour le 250e anniversaire de l'indépendance de ce beau pays. Voilà, et je suis ravie, bien sûr, d'accueillir Xavier, mais avant d'accueillir Xavier, je voulais bien sûr remercier nos assistants et assistantes qui, vous savez, sont des personnes essentielles à notre programme. Et je remercie particulièrement Lilia qui est là à chaque conférence, qui filme et qui fait nos merveilleux posters et qui est toujours de bonne humeur. Donc merci Lilia. J'ai la joie branchée comme vous pouvez le voir ce soir, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous êtes allés à la conférence mardi où j'ai branché ma joie, je ne sais plus dans quel sens ça fonctionne, mais voilà. Elle était un peu débranchée cet après-midi, mais je l'ai rebranchée. Voilà. Donc je suis ravie de vous présenter Xavier Leperson, notre directeur de la session d'été à Paris, avec qui je travaille et collabore depuis 2019. Et c'est toujours un très grand plaisir de travailler avec Xavier. Il est très très facile de travailler avec Xavier. Nous nous entendons à merveille. Et il revient tous les ans à Middlebury pour vous présenter le programme et partager bien sûr son savoir historique. Et Xavier est agrégé d'histoire et maître de conférences. Il est habilité à diriger des recherches en histoire moderne à l'Université de la Sorbonne, où il enseigne l'histoire de France et l'histoire de l'Europe des XVIe et XVIIe siècles. Il est spécialiste de l'histoire politique, de la monarchie française et des guerres de religion. Il est l'auteur de nombreux travaux consacrés notamment au Grand Condé, à la Fronde et aux pratiques du pouvoir sous les derniers Valois et les premiers Bourbons. Ses recherches s'intéressent également aux relations internationales et aux circulations politiques dans l'Europe moderne. Depuis plusieurs années, il est coordinateur du programme de français de Middlebury à Paris. Je dirais, il est plus que coordinateur, il est directeur. Il est directeur l'été et il y enseigne pendant l'année aussi. Il enseigne l'histoire de Paris ainsi que l'histoire de la France du XVIIe siècle au XIXe siècle. Et si jamais vous allez passer un été à Paris, vous aurez probablement, même très certainement, la chance d'assister à son cours sur l'histoire de Paris. Et il vous emmènera dans Paris, qui n'est plus trop habité de Parisiens à ce moment-là, mais ça ne fait rien, Paris est toujours belle à visiter. C'est ça. Et à l'occasion de la conférence de ce soir qui s'intitule « Les Français et l'indépendance américaine », il propose de revenir sur le rôle décisif joué par la France lors de l'indépendance des États-Unis. Et il reviendra aussi sur les liens qui unissent cette histoire à Paris et à Versailles. Veuillez accueillir Xavier très chaleureusement, s'il vous plaît. Merci Armelle, bonsoir à tous. Je suis toujours très content de venir à la fin du mois de juillet sur le campus et avoir l'occasion de m'exprimer devant vous. Alors aujourd'hui, je ne suis pas dans les siècles de spécialité, mais bon, je suis historien moderniste. Et j'ai construit une conférence destinée un peu au tout public, et en même temps une conférence éclairée par les derniers travaux qui ont été menés sur cette question du point de vue français, puisque c'est ce qui vous intéresse. Donc je me suis appuyé essentiellement dans cette conférence sur des ouvrages français qui viennent d'être publiés à l'occasion justement de l'anniversaire de cette indépendance. Alors l'idée de cette conférence est née d'un constat, d'une certaine manière, 250 années après la déclaration d'indépendance des États-Unis, Français et Américains racontent souvent la guerre d'indépendance à travers leurs propres récits nationaux. Aux États-Unis, c'est Lafayette, on a un spécialiste ici, Lafayette qui demeure une figure singulière et connue aux États-Unis, mais l'indépendance apparaît d'abord comme une victoire américaine. En France, cette guerre est largement éclipsée par la Révolution de 1789. Je vais même dire que dans l'enseignement secondaire, on n'étudie pas du tout l'intervention française dans la guerre d'indépendance aux États-Unis. Et donc l'idée de cette conférence, c'est de réunir, de certaine manière, ces deux visions, et effectivement de comprendre ce qui a été à l'origine de cette alliance franco-américaine qui a été décisive.
Alors en décembre 1776, après plus d'un mois de traversée de l'Atlantique, un petit navire atteint les côtes de la Bretagne. Parmi les passagers se trouve un homme de 70 ans, fatigué par le voyage. C'est un imprimeur, un savant, mais aussi un diplomate. Il s'agit donc de Benjamin Franklin. Et effectivement, quelques semaines plus tard, son nom est sur toutes les lèvres à Paris. Son portrait est même reproduit sur des gravures, des médailles, des tabatières ou encore des porcelaines. Dans les salons de la capitale, on admire ce savant venu d'Amérique, coiffé de son célèbre bonnet de fourrure. Et beaucoup de Français voient en lui presque un philosophe des Lumières, ce qui n'est pas tout à fait, et en tout cas un grand savant. Franklin n'est pourtant pas venu à Paris pour fréquenter les salons, admirer Paris ou visiter Versailles. Il doit convaincre, c'est son but, convaincre le roi Louis XVI d'apporter l'aide indispensable à la survie des États-Unis. De l'argent, des armes, de la poudre, des navires. Quelques mois plus tôt, les 13 colonies britanniques ont proclamé leur indépendance. Mais elles manquent de ressources pour poursuivre la guerre. Je rappelle qu'en face, les colons affrontent la première puissance maritime du XVIIIe siècle, la Grande-Bretagne. Franklin, donc, espère... C'est probablement la conférence allemande qui a usé. C'est un coup des Allemands. Qui a usé le micro que je devais utiliser. Donc effectivement, donc Franklin espère convaincre la monarchie française de soutenir les insurgés, alors que ceux-ci viennent juste de rompre avec leur propre roi, Georges III. Alors pourquoi Louis XVI accepte-t-il d'aider une rébellion dirigée contre un autre souverain? C'est un peu une question centrale que je vais donc à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Alors, pour y répondre, on va essayer de raconter trois histoires qui se croisent. D'abord, on va évoquer ce qui se passe à Philadelphie, où les colons passent progressivement de la contestation à l'indépendance. La deuxième histoire se joue à Versailles, où les ministres de Louis XVI cherchent à affaiblir leur principal rival, la Grande-Bretagne. La troisième histoire se passe à Paris, où Benjamin Franklin tente de convaincre les élites françaises de soutenir la cause américaine. Et c'est de la rencontre de ces trois dynamiques qu'est née l'alliance franco-américaine. Ces trois histoires, je tiens à le dire dès le départ, se déroulent en même temps, de part et d'autre de l'Atlantique. Donc on ne va pas suivre un plan chronologique, mais ce sera un plan par lieu, si j'ose dire, et on sera obligé parfois de revenir un petit peu en arrière dans le récit, mais je vous donnerai les repères nécessaires. Le but, c'est de comprendre le changement de point de vue, évidemment, autour de l'affaire. Donc en premier lieu, Philadelphie. Donc effectivement, pour comprendre la guerre d'indépendance, il faut d'abord rappeler une idée essentielle. Depuis les années 1760, la plupart des habitants des 13 colonies ne souhaitent pas devenir indépendants. Les colons n'ont jamais pensé vouloir être indépendants à l'origine. Ils se considèrent avant tout comme des sujets britanniques et même ils sont fiers d'appartenir à ce qui est à l'époque le plus grand empire colonial et maritime mondial. Les colonies britanniques en Amérique connaissent une période de prospérité malgré un commerce de monopole imposé par Londres, obligeant les colons à exporter leur principale production vers la métropole et à s'approvisionner en grande partie auprès d'elle. Donc effectivement, l'Amérique est vaste, et donc il est difficile souvent pour la métropole de contrôler ce que font les colons en Amérique du Nord, et les colons ont toujours tiré profit finalement de cette forme de liberté liée à la distance. Ils ont su tirer profit du système, et même quand ils étaient confrontés aux limitations de la métropole, ils se livraient à ce qu'on appelle un commerce interlope, c'est-à-dire un commerce clandestin. Donc les colonies britanniques disposent d'une certaine liberté, même d'assemblées locales, qui administrent en grande partie les affaires courantes,
tandis que Londres reste très éloignée. Beaucoup de colons ont donc le sentiment, au milieu du XVIIIe siècle, de jouir d'une large liberté. Il faut également rappeler que cette prospérité des colons donc dans ces colonies britanniques repose en grande partie sur l'esclavage, notamment dans les colonies du Sud. Lorsque les colons parlent de liberté, ou jouissent de la liberté, évidemment, ils ne parlent pas de tous les habitants de ces colonies. Les personnes réduites en esclavage, bien sûr, en sont exclues. Les peuples autochtones, également, ils ne sont pas considérés comme des citoyens et voient souvent l'expansion des colonies menacer leurs terres. Pourquoi dès lors les relations avec Londres se dégradent-elles, puisque au milieu du XVIIIe siècle, tout était finalement plutôt profitable pour les colons de ces colonies britanniques? Eh bien, le tournant intervient en 1763, lorsque s'achève la guerre de 7 ans. En effet, les Britanniques remportent la victoire et la France perd le Canada, ou sa Nouvelle-France. Et cette victoire va modifier considérablement, évidemment, la situation des colonies. Pendant longtemps, la présence française au Canada avait constitué une menace pour les colons qui vivaient dans ces colonies britanniques, qui avaient besoin d'un soutien militaire des Britanniques. Après 1763, cette menace disparaît. Certains commencent alors à s'interroger: pourquoi accepter les contraintes imposées par Londres si cette protection paraît désormais finalement peu indispensable? La guerre de 7 ans a également laissé une autre conséquence. Elle a coûté très cher à la Grande-Bretagne, et à Londres, les ministres estiment qu'il est nécessaire de finalement faire reposer davantage les dépenses engagées dans cette guerre sur les colons, donc, et que ces colons contribuent finalement à cette guerre. C'est donc dans ce contexte qu'intervient évidemment en 1765 ce qu'on appelle le Stamp Act, qui crée donc une taxe sur de nombreux documents imprimés. Alors effectivement, pour qu'un journal, ou encore un contrat, un acte juridique, ou même un jeu de cartes soit valable, il fallait s'acquitter d'un timbre, un timbre fiscal qui était délivré par l'administration britannique. On peut dire même que tous les grands moments de la vie étaient taxés de fait de l'existence de ce timbre. Et évidemment, les protestations sont immédiates. Ce qui choque les colons n'est pas simplement le montant de cette taxe, qui reste malgré tout abordable, mais le fait qu'elle était décidée par un parlement britannique dans lequel ils ne sont pas représentés. Donc effectivement, c'est à cette occasion qu'apparaît la célèbre formule « pas de taxation sans représentation ». Et effectivement, à ce moment-là, les colons, je tiens à le dire, ne demandent pas encore l'indépendance. Ils affirment au contraire, ils se sentent tout à fait britanniques, ils affirment au contraire la nécessité de défendre leurs droits, et surtout, ils restent fidèles à la tradition politique britannique. Pendant les années qui suivent, les tensions s'aggravent, et l'épisode le plus célèbre qu'on connaît aux États-Unis, c'est souvent la Boston Tea Party de décembre 1773. Cette année-là, que se passe-t-il? Le Parlement britannique autorise la Compagnie anglaise des Indes orientales à vendre directement son thé dans les colonies, tout en maintenant la taxe qui frappe ce thé. Donc pour les colons, acheter ce thé reviendrait à reconnaître le droit du Parlement de les taxer sans leur consentement. Les habitants de Boston montent donc à bord de navires chargés de thé et les jettent la cargaison dans le port. Et cet événement est connu parce qu'à partir de ce moment-là, Londres choisit la fermeté. Le port de Boston est fermé, des troupes sont envoyées sur place et les affrontements deviennent de plus en plus nombreux. Au printemps 1775, près de Boston, à Lexington, puis à Concorde, des soldats britanniques affrontent des miliciens coloniaux, c'est-à-dire des civils, des habitants des colonies en quelque sorte, qui se sont mobilisés en armes. Je tiens à dire qu'ils ont l'habitude de se battre, puisque à l'occasion des différents affrontements pendant la guerre de 7 ans, par exemple, ils ont été contraints parfois de participer
à la guerre. Donc, effectivement, les historiens, en tout cas, ils s'affrontent et on ne sait toujours pas qui a tiré en premier, en quelque sorte, mais il est un fait que la guerre a débuté. Quelques semaines après les combats de Lexington et de Concorde, les représentants des 13 colonies se réunissent à Philadelphie au sein du Congrès continental qui a été créé en 1774. Ils sont chargés de coordonner leur action contre la Grande-Bretagne et de diriger la guerre. Ils prennent donc une décision importante en confiant le commandement militaire des forces insurgées à George Washington, qui est un riche planteur de Virginie, qui possède déjà une expérience militaire acquise pendant la guerre de 7 ans. Vous voyez, la guerre de 7 ans, c'est quelque chose de très important, à la fois par rapport au déclenchement du mécontentement politique des colons, mais aussi par rapport à leur capacité, finalement, à participer à cette guerre. Il faut toutefois encore éviter un contresens. En 1775, la plupart des colons ne souhaitent toujours pas rompre avec la Grande-Bretagne. Ils espèrent encore une réconciliation avec le roi George III et demandent avant tout que leurs droits soient respectés. La guerre est donc engagée, mais l'indépendance n'est pas encore un objectif partagé par tous. Les choses évoluent en 1776. Effectivement, cette année-là, il se produit donc une publication, on va dire une brochure, j'aimerais dire, qui s'appelle Common Sense, le sens commun, rédigée par Thomas Paine, qui est un Anglais récemment installé en Amérique, donc va faire évoluer la perception des choses. Son raisonnement est simple, comme tous finalement les nouveaux convertis, si j'ose dire. Selon lui, le problème ne réside plus dans telle ou telle décision prise à Londres, mais dans le maintien même du lien avec la Grande-Bretagne. Les colonies ne doivent plus chercher à réformer l'Empire, elles doivent devenir un État indépendant. C'est le message que porte Paine. La diffusion de cette brochure, en fait, est considérable. Elle contribue en tout cas à convaincre une grande partie des hésitants vis-à-vis de la rupture, et en tout cas la rupture apparaît désormais la seule solution possible. Et quelques mois plus tard, le 4 juillet 1776, le Congrès continental adopte la Déclaration d'indépendance, rédigée principalement par Thomas Jefferson. Il n'en est pas le seul auteur, bien évidemment, mais en tout cas ce texte est devenu l'un des grands textes fondateurs des États-Unis. Il affirme que tous les hommes possèdent des droits naturels et que le pouvoir politique repose sur le consentement des gouvernés. Lorsqu'un gouvernement ne respecte plus ces principes, le peuple est en droit donc de le remplacer. Alors ces idées sont souvent associées aux philosophes des Lumières, que plusieurs d'entre vous ont peut-être déjà étudié dans leur cours. Elles s'inscrivent également dans une longue tradition britannique, il faut le signaler également, héritée de la Magna Carta de 1215, de la Petition of Right de 1628 ou de Bill of Rights de 1689. La déclaration d'indépendance est donc le résultat de plusieurs influences intellectuelles, juridiques, aussi bien américaines, britanniques aussi bien américaines que britanniques, et même européennes. Il ne faut cependant pas voir cette déclaration comme un simple texte philosophique. Elle répond aussi à une nécessité diplomatique pour obtenir l'aide de puissances européennes dans cette guerre que les colons mènent aux Britanniques. Les colonies doivent apparaître comme un véritable État et non plus comme de simples provinces en rébellion contre leur souverain. Or, depuis plusieurs années déjà, les ministres de Louis XVI suivent avec attention l'évolution de la crise américaine. Eux aussi cherchent à tirer parti des difficultés de la Grande-Bretagne. Une nouvelle question se pose alors, pourquoi une monarchie absolue décide-t-elle finalement de soutenir une révolution qui remet en cause l'autorité d'un roi? C'est cette question qui nous conduit maintenant à Versailles. Donc effectivement, lorsque les insurgés recherchent un allié en Europe,
leur regard se tourne naturellement vers la France. La France, c'est un grand royaume qui a une influence européenne importante et qui dispose d'une puissance militaire importante encore au XVIIIe siècle. Ce choix s'explique par le contexte international, et pour le comprendre, il faut revenir 13 ans en arrière et traverser l'Atlantique. Donc on revient un petit peu en arrière. 13 ans plus tôt, il faut évoquer à nouveau la question du traité de Paris de 1763, qui a consacré donc la victoire de la Grande-Bretagne dans la guerre de 7 ans. La France, je vous l'ai déjà dit, a perdu le Canada, ainsi qu'une grande partie de son empire colonial de la Nouvelle-France. À Versailles, cette défaite est restée profondément présente dans les esprits. Il y a un esprit de revanche, d'une certaine manière. En outre, il existe une rivalité ancienne entre l'Angleterre et la France. Je ne m'étendrai pas là-dessus, parce qu'on pourrait y passer longtemps. Et en tout cas, les difficultés que rencontre désormais la Grande-Bretagne dans ses colonies sont donc observées avec beaucoup d'attention, car elles offrent peut-être à la monarchie française l'occasion de rétablir un équilibre rompu en 1763. Depuis 1774, les affaires étrangères sont dirigées par un personnage, Charles Gravier, comte de Vergennes, qui est un diplomate expérimenté, qui joue un rôle décisif dans le rapprochement de la France et des colons d'Amérique. Son objectif n'est pas de soutenir les idées d'une révolution. Ce n'est pas son objectif. Il cherche avant tout à affaiblir la puissance britannique et à restaurer le prestige international de la monarchie française. Avant d'engager le Royaume de France dans une nouvelle guerre, il souhaite répondre à une question essentielle. Il veut une réponse à une question essentielle. Les insurgés américains ont-ils une chance réelle de l'emporter ? Vous voyez, on soutient toujours ceux qui veulent gagner, qui peuvent gagner, mais quand on ne peut pas gagner, le soutien est moins facile. Pour obtenir des renseignements fiables, Vergennes envoie secrètement en Amérique un jeune homme normand, un jeune gentilhomme, qui s'appelle Julien Achard de Bonvouloir. Son nom est aujourd'hui largement oublié, mais il est pourtant le premier représentant officieux de la monarchie française auprès du Congrès international en Amérique. Et à la fin de l'année 1775, je vous rappelle que la guerre a commencé depuis quelques mois, mais l'indépendance n'est pas encore déclarée, il rencontre discrètement plusieurs personnages importants aux États-Unis, en Amérique, afin d'évaluer leurs intentions et leurs capacités militaires. La France, donc, vous l'avez compris, reste prudente. Prudente, elle ne peut pas soutenir officiellement une rébellion dirigée contre le roi d'Angleterre, mais elle laisse entendre que sa position pourrait évoluer. Elle pourrait évoluer, évidemment, si les colonies proclament leur indépendance et démontrent qu'elles sont capables de résister durablement aux armées britanniques. Donc les deux camps se trouvent dans une situation paradoxale. Les Américains ont besoin de l'aide de la France pour gagner la guerre, tandis que la France hésite à intervenir tant qu'elle n'a pas la preuve que les insurgés pourront tenir leurs engagements. Chacun attend donc l'autre, chacun attend le premier pas de l'autre, si j'ose dire, et cette situation, en tout cas, va évoluer en 1776. Avant même la déclaration d'indépendance, Louis XVI et Vergennes décident, et c'est ça qui est important, ils décident avant la déclaration d'indépendance d'apporter une aide clandestine aux insurgés. On ne peut pas le faire officiellement, alors on va le faire de façon souterraine, secrète. La France demeure officiellement neutre, et aucun des traités n'est encore signé, mais on va livrer des armes, de la poudre, on va donner de l'argent donc pour soutenir la cause. Pour organiser cette assistance secrète, cette aide secrète, le gouvernement français fait appel à Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Vous connaissez certainement son nom comme auteur du Barbier de Séville ou encore du Mariage de Figaro. Mais Beaumarchais n'est pas simplement un écrivain des Lumières, il est aussi un homme d'affaires
habile. Avec l'accord de Vergennes, il crée une fausse société, en tout cas une société commerciale fictive, qui s'appelle Rodrigue Hortales et compagnie. Alors, évidemment, vous avez remarqué, ce n'est pas un nom très français. Pourquoi? Parce que ce nom, à consonance espagnole, n'est pas choisi au hasard. Il permet de dissimuler l'origine française des armes envoyées aux insurgés et de préserver, en apparence, la neutralité de Louis XVI. Donc, officiellement, cette société mène des opérations commerciales ordinaires. En réalité, elle permet d'acheter des fusils, des canons, de la poudre, des uniformes, et de les expédier vers l'Amérique grâce à des financements fournis par la France et même par l'Espagne. L'aide française ne commence donc pas avec l'alliance de 1778, elle est engagée dans le plus grand secret dès 1776. Dans le même temps, Louis XVI poursuit la reconstruction de la marine française. Les responsables politiques savent qu'en cas de guerre contre la Grande-Bretagne, la maîtrise des mers sera déterminante. Et c'est dans ce contexte, alors que l'aide secrète est déjà en place, mais qu'aucune alliance officielle n'a encore été conclue, que Benjamin Franklin débarque en France à la fin de l'année 1776. Son arrivée ouvre une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays. Et vous l'avez compris, l'action diplomatique, on va le voir, ne se joue plus seulement à Versailles, elle se déplace à Paris, où Benjamin Franklin va s'efforcer de convaincre les élites françaises autant que les ministres du roi. Alors effectivement, Benjamin Franklin, nous le retrouvons donc à Paris. Rappelez-vous, il est arrivé en décembre 1776 en Bretagne. Il a été fatigué par le voyage. Il a ensuite rejoint Paris. Il s'est installé à Passy, qui est alors un village situé aux portes de Paris, qui fait aujourd'hui, je tiens à le préciser, partie de Paris, puisque c'est dans le 16e arrondissement. Mais à l'époque, voilà, un village proche de Paris. Franklin n'est pas un diplomate de carrière, mais il possède les qualités qui font de lui un très bon représentant de la cause américaine. Il est d'abord célèbre en France et célèbre en Europe pour ses travaux scientifiques, notamment sur l'électricité. Vous savez que Franklin a démontré que la foudre est un phénomène électrique. Il a mené une célèbre expérience avec le cerf-volant en 1752. Alors aujourd'hui, les modalités exactes de cette expérience sont discutées, mais il n'empêche qu'on continue à confirmer, en tout cas on continue à penser l'importance de cette découverte. Ensuite, il a inventé le paratonnerre, c'est sa réalisation la plus célèbre, en démontrant que la foudre est de nature électrique. Il conçoit donc un dispositif permettant de protéger les bâtiments contre les incendies provoqués par la foudre. Il est aussi un théoricien. Il a théorisé donc l'idée du fluide électrique. Donc Franklin propose que l'électricité résulte d'un excès ou d'un déficit d'un même fluide électrique. C'est l'expression qu'on emploie au XVIIIe siècle. C'est lui qui introduit les termes, dans des termes modernes, c'est lui qui introduit les termes de charge positive et de charge négative qu'on utilise toujours en électricité. Et enfin, il a énoncé le principe de conservation de la charge électrique. Sans l'énoncer dans des termes modernes, ces travaux conduisent à l'idée que la charge électrique ne se crée ni ne disparaît. Donc Franklin, vous l'avez compris, c'est un grand savant. Et comme les grands savants du XVIIIe siècle, il entretient une grande correspondance en Europe avec des savants français. Il parle le français. Il parle le français sans le maîtriser parfaitement. Il aurait dû suivre quelques cours à Middlebury. Et à cette époque, le français est la principale langue diplomatique européenne. C'est à peu près l'équivalent de l'anglais aujourd'hui. C'est aussi la langue des philosophes des Lumières. Et effectivement, ce français permet aux diplomates, aux savants, aux élites cultivées de communiquer par-delà les frontières. À cette époque-là, par exemple, les ambassadeurs suédois parlent français.
et même entre eux, c'est-à-dire pas simplement à Paris, ça fait partie du milieu de ces élites diplomatiques que de parler français. Franklin s'efforce donc d'utiliser ce français dans les conversations, même s'il préfère recourir à l'écrit ou à des collaborateurs francophones pour que, évidemment, dans les négociations les plus délicates, les nuances soient vraiment saisies. La mission qui lui est confiée est considérable. Il doit convaincre Louis XVI de soutenir un État dont l'indépendance vient seulement d'être proclamée. Une telle décision risquerait de provoquer une guerre avec la Grande-Bretagne, ce que le gouvernement français souhaite encore éviter. La résidence de Franklin, à Passy, donc à l'ouest de Paris, devient rapidement un véritable centre de la diplomatie américaine. Il y reçoit des ministres, des diplomates, des savants, des écrivains et de nombreux visiteurs venus s'informer de ce qui se passe dans les colonies américaines. Les discussions officielles, elles, se déroulent dans la plus grande discrétion. Alors malgré tout, on a beau être discret, les allers-retours, la présence de Franklin, quand même, éveillent quelques soupçons chez les Anglais. Alors, il y a un ambassadeur à Paris qui s'appelle Lord Stormont, qui, évidemment, commence à s'inquiéter de la présence américaine, et il comprend très vite que Franklin n'est pas simplement un savant venu à Paris fréquenter son milieu scientifique. Il est venu probablement chercher le soutien de la France. Alors il va protester. Voilà, les Anglais vont protester, Stormont va protester auprès de Vergennes pour tenter d'empêcher évidemment l'alliance officielle entre la monarchie française et les insurgés américains. Alors Vergennes, lui, répond pas du tout. Il s'agit d'un simple... On ne ment jamais en diplomatie. Hein. Il s'agit d'un simple particulier, qu'aucune négociation officielle n'est engagée. Alors que vous rappelez-vous qu'ils sont déjà en train de donner de l'argent, des poudres, etc. Hein. Et en tout cas, il essaie de préserver les apparences. Bon, l'ambassadeur anglais n'est quand même pas dupe de l'affaire, mais en tout cas, il réussit à gagner un peu de temps. Franklin, et c'est ça son intelligence, il comprend que sa mission ne se joue pas seulement dans les bureaux du ministère des Affaires étrangères ou dans les appartements de Versailles. Il faut gagner la sympathie de l'opinion publique française. Alors, qu'est-ce que c'est que l'opinion publique française ? Pascal Perrineau pourrait le relever, c'est pas tout à fait la même chose qu'aujourd'hui. C'est l'opinion des personnes qui savent, qui sont cultivées, qui sont capables de débattre des affaires politiques ou même d'influencer les idées de leur époque. Donc c'est l'opinion des élites, on va dire. Pas d'opinion française générale comme aujourd'hui. Alors effectivement, au XVIIIe siècle, cette opinion se forme dans les salons littéraires, les académies, les loges maçonniques, les cafés, grâce aux journaux, aux brochures, aux gravures. Le prestige de Benjamin Franklin va contribuer largement à la réussite de l'entreprise. D'abord, il faut savoir que c'est un homme des Lumières. Il est confiant en la raison, dans le progrès scientifique, dans l'éducation. C'est un personnage qui est admiré comme un savant. Et Franklin cultive personnellement une image de simplicité qui contraste. Il porte, par exemple, quand il se rend à Versailles ou quand il fréquente les milieux nobles parisiens, il porte des vêtements très simples qui contrastent avec le raffinement de la cour. Contrairement donc à ces aristocrates français, il se présente donc avec son bonnet de fourrure, ses lunettes, sa canne, qui deviennent rapidement célèbres à Paris. Beaucoup de Français voient en lui l'image d'une Amérique qu'ils imaginent plus libre, plus vertueuse, plus proche de la nature que les sociétés européennes. Son portrait est reproduit sur des gravures, des médailles, des tabatières, des porcelaines. On parle même, les historiens parlent de Franklinmania, une véritable Franklinmania à Paris, parce que, effectivement, cet homme a contribué à populariser la cause américaine auprès d'une partie des élites françaises. Il a contribué à créer un climat favorable au rapprochement entre la France et les insurgés. En 1778, sa rencontre avec Voltaire, lors d'une séance publique à l'Académie des sciences, est largement commentée. Les deux hommes
jouissent d'une grande audience parmi les élites. Ils s'embrassent sous les applaudissements du public. Les journaux rapportent aussitôt la scène, qui contribue encore à accroître le prestige de Franklin. Alors là, par exemple, Condorcet dit ceci: le philosophe américain lui présenta son petit-fils. Vous voyez, il t'appelait philosophe. Hein. Bon. Le philosophe américain lui présenta son petit-fils en demandant pour lui sa bénédiction. God and liberty, dit Voltaire. Voilà la seule bénédiction qui convienne au petit-fils de M. Franklin. Le public contemplait avec attendrissement, placés l'un à côté de l'autre, ces deux hommes nés dans des mondes différents. Ils s'embrassèrent au bruit des acclamations. Donc il y a plein de témoignages de cette rencontre, évidemment. Voltaire, c'est une star à l'époque, c'est une sommité à Paris. Et effectivement, ça contribue encore à donner à Benjamin Franklin un rayonnement particulier. Il ne faudrait cependant pas en conclure que cette popularité détermine à elle seule la politique de Louis XVI. Le roi et Vergennes raisonnent d'abord en fonction des intérêts de la monarchie française. L'opinion des élites parisiennes crée un climat favorable à la cause américaine, mais elle ne suffit pas à emporter la décision. Celle-ci dépend avant tout de l'évolution de la guerre. Tant que les insurgés ne démontrent pas leur capacité à résister durablement aux armées britanniques, la France hésite encore à conclure une alliance officielle. Pendant ce temps, plusieurs officiers français choisissent néanmoins de partir combattre aux côtés des insurgés. Et le plus célèbre d'entre eux, vous le connaissez, c'est le marquis de Lafayette. Il est âgé seulement de 19 ans. Il quitte la France sur un bateau qu'il a lui-même acheté en 1777, malgré les réticences du pouvoir politique. Son engagement est d'abord une initiative personnelle. Il ne représente pas encore la politique officielle de Louis XVI, ça c'est important. Et son parcours, en tout cas, témoigne d'une chose, de l'intérêt croissant que suscite la cause américaine dans une partie de la noblesse française. Malgré les progrès réalisés par Franklin et l'intérêt croissant donc d'une partie de l'opinion française, Louis XVI refuse encore de conclure une alliance officielle. Aux yeux de Vergennes, une seule question demeure: est-ce que les insurgés américains vont être capables de gagner la guerre? Et c'est l'évolution du conflit en Amérique du Nord qui va apporter la réponse à cette question. C'est le dernier point de ma conférence. Effectivement, pendant l'année 1777, tandis que Franklin, rappelez-vous, s'installe à Passy et que l'opinion parisienne s'enthousiasme à sa venue, Vergennes conserve une attitude prudente. La France continue d'approvisionner secrètement les insurgés, mais Louis XVI refuse de conclure cette alliance. Tant que cette incertitude subsiste, l'intervention paraît prématurée. En revanche, il va se passer un événement qui va faire changer l'opinion du roi. Effectivement, le 17 octobre 1777, près de Saratoga, dans l'État de New York, une armée britannique, commandée par le général John Burgoyne, j'espère que je ne prononce pas trop mal, capitule devant les troupes américaines. Cette victoire constitue un tournant majeur de la guerre. Pour la première fois, une armée britannique est contrainte de se rendre. Les insurgés démontrent ainsi qu'ils sont capables de remporter un succès militaire décisif contre la première puissance européenne de l'époque. À Versailles, la portée de cet événement est immédiatement comprise. Saratoga ne prouve pas seulement que les Américains peuvent poursuivre la guerre, elle montre également que le moment est peut-être venu d'intervenir. Vergennes craint qu'en continuant à attendre ainsi, la Grande-Bretagne cherche à se réconcilier avec ses anciennes colonies, ce qui ferait disparaître l'occasion d'affaiblir durablement l'adversaire britannique. Les intérêts de la monarchie française et ceux des insurgés américains commencent à converger. Louis XVI prend sa décision au début de l'année 1778. Le 6 février 1778, 2 traités sont signés à Paris. Le premier est un traité d'amitié et de commerce par lequel la France reconnaît officiellement les États-Unis. La France est le premier royaume en Europe à avoir reconnu les États-Unis à la fin du XVIIIe siècle.
Et le second traité est un traité d'alliance qui prévoit une coopération militaire contre la Grande-Bretagne et engage chacun des deux pays à ne pas conclure de paix séparément avec l'ennemi. Pour la première fois, une grande puissance européenne reconnaît officiellement donc l'indépendance américaine. Et après la signature des traités du 6 février 1778, Benjamin Franklin est cette fois-ci officiellement reçu par Louis XVI au château de Versailles. Le 21 mars, jour du printemps, du renouveau, on va dire, il est accompagné de Silas Deane et d'Arthur Lee. Après avoir attendu ou patienté dans le salon de l'Œil de Bœuf, Benjamin Franklin et ses amis sont introduits par le comte de Vergennes dans la grande chambre du roi. Il présente au souverain ses lettres de créance, vous savez, ces lettres officielles comme quoi il est représentant des États-Unis. Il est même plénipotentiaire, c'est-à-dire que Benjamin Franklin dispose des pleins pouvoirs pour négocier avec la monarchie française. Franklin est vêtu toujours avec simplicité, tandis que la cour déploie toute son étiquette. Louis XVI remet officiellement un mot d'amitié pour le Congrès américain. Alors, Benjamin Franklin écrit à propos de Louis XVI, qu'il a rencontré à cette occasion, « Le roi, un jeune prince et vertueux, a plaisir, j'en suis persuadé, à souligner sa généreuse bienveillance en aidant un peuple opprimé, et il cherche un peu la gloire de son règne. Je crois que nos remerciements peuvent accroître son plaisir, et qu'une telle expression de gratitude n'est pas seulement notre devoir, mais aussi notre intérêt. » Donc il a tout de suite compris, évidemment, qu'il y avait une part importante de protocole, un engagement personnel, finalement, à traiter avec Louis XVI. Cette audience solennelle, en tout cas, constitue un événement diplomatique majeur. Pour la première fois, le souverain d'une grande puissance donc, reçoit un représentant officiel des États-Unis indépendants. Elle donne, cette audience, une traduction concrète de l'alliance conclue depuis quelques semaines et symbolise l'entrée de la jeune République américaine dans le concert des nations. Cette réception donc marque l'entrée des États-Unis dans ce jeu diplomatique européen. Elle signifie également que le conflit change de nature. Jusqu'alors, la guerre opposait essentiellement la Grande-Bretagne à ses colonies insurgées. Désormais, elle devient un affrontement entre plusieurs puissances européennes et s'étend progressivement à travers plusieurs théâtres d'opérations dans le monde, en Europe, dans les Antilles, en Amérique du Nord, sur les océans. Nous pouvons donc maintenant répondre à la question que nous étions posée au début de cette présentation. Louis XVI n'a pas choisi de soutenir les insurgés parce qu'ils partageaient leurs principes politiques. La monarchie française demeure une monarchie absolue et n'entend nullement encourager une révolution. Son intervention répond d'abord à des considérations diplomatiques et stratégiques. Il s'agit d'affaiblir la Grande-Bretagne, de prendre une revanche sur les défaites de la guerre de 7 ans et également donc de restaurer la place de la France dans l'équilibre européen. Cette politique n'aurait cependant pas été possible sans l'action diplomatique de Benjamin Franklin, sans l'aide clandestine organisée depuis 1776 et surtout sans les succès militaires qui ont convaincu Versailles que les insurgés pouvaient désormais avoir une chance réelle de l'emporter. Une nouvelle question se pose alors. Cette alliance conclue à Paris en 1778 a-t-elle réellement changé le cours de la guerre ? C'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce que l'aide française a changé quelque chose dans la guerre d'indépendance américaine ? Pour répondre à cette question, il faut maintenant suivre les opérations. La signature de l'Alliance de 1778 transforme profondément le conflit. Jusqu'alors, les insurgés combattaient essentiellement avec leurs propres forces. Même s'ils recevaient déjà l'aide clandestine de la France, désormais, ils peuvent compter sur l'appui officiel d'une grande puissance européenne. Cette évolution modifie considérablement le rapport de force. La Grande-Bretagne ne doit plus simplement vaincre les insurgés américains d'une certaine manière. Elle doit désormais affronter la marine française, les armées françaises présentes sur plusieurs continents. L'intervention française prend diverses formes. La monarchie poursuit son soutien financier, fournit des armes, des munitions, des uniformes, des équipements militaires. Des officiers
français continuent également de servir aux côtés de George Washington. À nouveau, bien sûr, nous parlons de Lafayette, qui est à ce moment-là devenu un proche collaborateur du commandant en chef américain. Son rôle est autant militaire que politique. Grâce à la confiance qu'il inspire aux deux gouvernements, il va faciliter les relations entre Washington et Versailles. Cependant, l'aide française ne se résume pas à la présence de quelques gentilshommes français en Amérique du Nord. À partir de 1780, la France engage un véritable corps expéditionnaire commandé par le comte de Rochambeau. Environ 6000 soldats débarquent à Newport, dans le Rhode Island, mais c'est une armée vraiment de gens expérimentés. Ce sont des vraies troupes bien équipées, bien entraînées, et pendant plusieurs mois, Rochambeau et Washington élaborent ensemble leur stratégie. Alors, ils ne s'entendent pas trop au début, et leur coopération est difficile. Ce n'est pas qu'un problème de langue. Les deux hommes appartiennent à des traditions militaires différentes. Ils disposent en même temps de moyens limités, ils doivent tenir compte des décisions prises à plusieurs milliers de kilomètres à Versailles comme à Londres. Et pourtant, ces deux hommes vont progressivement établir une véritable confiance réciproque. Depuis plusieurs années, Louis XVI a consacré des moyens importants à la reconstruction de la marine française. Cet effort porte désormais ses fruits. Les escadres françaises affrontent la Royal Navy dans l'Atlantique, aux Antilles, dans l'océan Indien, le long des côtes américaines. C'est une véritable guerre mondiale, la guerre d'indépendance américaine, c'est une guerre mondiale, on l'oublie souvent. Et effectivement, c'est un conflit qui mobilise plusieurs empires. Cette dimension internationale apparaît clairement en 1781. George Washington et le comte de Rochambeau décident de concentrer leurs forces contre l'armée britannique commandée par le général Cornwallis, installé à Yorktown, en Virginie. Leur plan ne peut réussir qu'à une seule condition indispensable, c'est qu'effectivement, un soutien de la marine française. Il faut empêcher la flotte britannique de venir secourir les troupes britanniques encerclées à Yorktown. Et c'est une mission qui est confiée à l'amiral François-Joseph Paul comte de Grasse, qui commande l'escadre française dans les Antilles, et qui vient donc jusque dans la baie de Chesapeake, où il va remporter en septembre 1781 une bataille décisive contre la marine anglaise. Cette bataille navale est moins connue aux États-Unis probablement que la bataille de Yorktown, mais elle constitue une condition indispensable. Sans cette victoire maritime, probablement que les Britanniques auraient pu éviter de se rendre à Yorktown. Donc en tout cas, c'est quelque chose d'essentiel à rappeler, bien évidemment. Après plusieurs semaines de siège, Cornwallis capitule le 19 octobre 1781. Plus de 7000 soldats britanniques déposent les armes. Cette reddition ne met pas immédiatement fin à la guerre, mais elle marque un tournant décisif. À Londres, le gouvernement comprend que la reconquête des colonies devient extrêmement difficile, tandis que l'opinion publique britannique se montre de plus en plus réticente à poursuivre un conflit long et coûteux. La victoire de Yorktown est souvent présentée comme un triomphe américain. C'est évidemment le cas, on ne peut pas le nier, mais elle est aussi le résultat d'une coopération étroite entre les insurgés et leurs alliés français. Les troupes de Washington, les soldats de Rochambeau, la flotte de De Grasse ont agi de manière coordonnée. Si l'un de ces trois éléments avait fait défaut, l'issue de la campagne aurait été sans doute difficile, en tout cas différente. Yorktown illustre ainsi la manière dont une alliance diplomatique conclue à Versailles en 1778 s'est progressivement transformée en victoire militaire donc commune. Après Yorktown, les combats se poursuivent encore pendant près de 2 ans, mais l'issue de la guerre ne fait plus aucun doute. La victoire militaire ne marque pas la fin de cette histoire, elle ouvre une nouvelle période, celle des négociations de paix et des conséquences durables de la guerre pour les États-Unis comme pour la France. Les négociations de paix s'ouvrent donc à Paris et un traité est signé le 3 septembre 1783.
la Grande-Bretagne reconnaît officiellement l'indépendance des États-Unis. Alors, je vous fais remarquer que sur le tableau que vous voyez, il n'est pas achevé parce que le représentant, l'émissaire anglais, a refusé de se faire représenter dans le tableau, donc on n'a qu'une partie du tableau. Et oui, il y a des moments un peu douloureux dans une vie politique ou diplomatique, et il n'a pas voulu que ça soit en quelque sorte célébré par ce tableau. En tout cas, le nouvel État obtient, à l'occasion de ce traité, un vaste territoire. Alors, vous voyez, c'est le territoire marron, donc à l'est donc, du continent, qui va au fleuve Mississippi. C'est le fleuve Mississippi qui marque la frontière. Et effectivement, la guerre a nécessité des dépenses considérables pour financer les secours envoyés aux insurgés. Et il faut rappeler une chose, c'est que les finances royales qui ont aidé et finalement permis cette guerre maritime, guerre mondiale, financement des troupes, financement secret, a achevé de ruiner la monarchie, hein, puisque, vous voyez, ça serait injuste de dire que la guerre d'indépendance a ruiné la monarchie française, mais on va dire que ça n'a pas arrangé le budget, enfin en tout cas les finances royales. L'endettement s'est aggravé à partir des années 1780, et effectivement, les historiens s'accordent aujourd'hui pour dire que la guerre d'indépendance n'est pas la cause unique de la Révolution française, il y a plein d'autres raisons. Mais en tout cas, c'est bien pour une question de financement que Louis XVI a convoqué les États généraux de 1789. Il espérait trouver un moyen de réduire ce déficit et que ces États généraux ont débouché sur le processus révolutionnaire. Donc, en tout cas, on voit que la décision qui a été prise de l'Alliance franco-américaine en 1778 a eu, en tout cas pour Louis XVI, des conséquences assez difficiles, mais qu'il ne pouvait pas évidemment prévoir au moment où il a financé cet effort. L'influence de la Révolution américaine ne se réduit pas à la question financière. Hein. Il faut rappeler donc que ces événements sont suivis avec attention par les élites françaises. On discute, on parle de politique en France, à Paris. La déclaration d'indépendance et effectivement les débats qui ont eu lieu sur donc les débats qui ont eu lieu sur les droits naturels ou sur la souveraineté du peuple, eh bien, font petit à petit leur chemin, en tout cas dans une partie de ces élites. Ça a probablement aussi joué son rôle, mais il faut toutefois éviter d'avoir une vision trop simple des choses. Hein. La Révolution française ne constitue pas une copie de ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Les deux événements ne se déroulent dans des contextes très différents, répondent à des problèmes distincts. Les historiens parlent davantage de circulation des idées et des expériences plutôt que d'un modèle qui se serait en quelque sorte reproduit en France. Cette guerre rappelle également que l'histoire ne se réduit jamais à l'action d'un seul personnage. Benjamin Franklin occupe une place essentielle dans notre récit, mais il n'aurait pas obtenu l'Alliance française sans l'action de Vergennes, sans les réseaux diplomatiques mobilisés par Beaumarchais, sans les succès militaires américains, ni l'engagement des soldats et des marins français. De même, George Washington n'aurait probablement pas remporté la campagne de Yorktown sans la coopération de Rochambeau et sans la victoire navale de De Grasse dans la paix de Chesapeake. L'indépendance américaine est le résultat d'une succession de décisions diplomatiques, politiques et militaires prises de part et d'autre de l'Atlantique. Il est le moment de conclure. Et effectivement, revenons pour terminer sur ce personnage par lequel nous avons commencé notre conférence, Benjamin Franklin. Il demeure en France jusqu'en 1785. Il a dû progresser en français, je pense, à force de parler avec tous ces gens. Depuis sa maison de Passy, il contribue à négocier la paix et reste l'une des figures les plus admirées de la capitale. Lorsqu'il quitte la France, il emporte avec lui le souvenir d'une alliance qui a profondément marqué l'histoire des deux pays. Il meurt peu de temps après. 5 ans plus tard, en 1790, l'Assemblée nationale française, donc révolutionnaire, décide de porter le deuil de Benjamin Franklin pendant 3 jours. Cet hommage exceptionnel montre combien son action a été reconnue par ses contemporains. Plus de 2 siècles après ces événements, cette mémoire reste encore très présente. La Statue de la Liberté, offerte par la France aux États-Unis en 1886, demeure le symbole le plus célèbre de cette amitié.
Lafayette est encore considéré comme un héros de l'indépendance américaine, tandis que le portrait de Franklin figure toujours sur le billet de 100 $, l'un des billets les plus connus au monde. Lorsque l'on évoque la guerre d'indépendance américaine, on pense spontanément donc à Boston, Philadelphie ou Yorktown. Pourtant, une partie de cette histoire s'est également écrite en France. C'est à Versailles que Louis XVI et Vergennes ont choisi de soutenir les insurgés. C'est à Passy que Franklin a conduit une grande partie de son action diplomatique. C'est à Paris que furent signés en 1778 les traités qui transformèrent une rébellion coloniale en une guerre internationale. Et si je devais vous dire de ne retenir qu'une seule idée de ma conférence, ce serait celle-ci: l'indépendance des États-Unis est bien une victoire américaine, mais elle est aussi le fruit d'une guerre internationale. Longtemps racontée comme une histoire essentiellement anglo-américaine, elle apparaît aujourd'hui comme un conflit d'échelle mondiale, mobilisant des acteurs multiples. Donc redonner toute sa place à l'engagement français, ce n'est pas réécrire l'histoire, ni vous faire plaisir, d'une certaine manière, c'est restituer à ce conflit sa véritable dimension atlantique et mondiale. Je vous remercie. Oui, il est chargé. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Allez, courage, en cette fin de semaine 5. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Yoni, je suis un historien aussi à l'Université du Wisconsin. Je vous remercie pour la conférence, c'était très intéressant. Et j'ai une question sur l'esclavage. Oui. Selon l'historiographie révisionniste des historiens comme Girardon et les autres, révolution américaine, c'était une question de l'esclavage. Sa continuation, sa préservation, et face à un empire britannique qui était intéressé de plus en plus avec l'idée de l'abolitionnisme. Oui. Que pensez-vous? C'était une considération pour le roi de France, et notamment à cause de la continuation de l'esclavage dans les îles, dans les colonies françaises en Caraïbes. Alors, c'est une bonne question. Alors, simplement, je pense qu'en réalité, cette question de l'esclavage, même si aujourd'hui elle est importante dans la compréhension des enjeux, en fait, n'est pas entrée en ligne de compte du tout dans les négociations qui ont eu lieu à l'époque. Le calcul était plutôt d'affaiblir la Grande-Bretagne sur le plan purement militaire. C'était aussi, aider ces insurgés, non pas encore une fois pour les idées qu'ils représentaient. Le roi, en fait, ne s'intéressait pas à ces idées. C'était plutôt pour mettre en difficulté un empire britannique qui était dominant, on va dire, la première puissance mondiale à l'époque. Et donc, c'était une façon de l'affaiblir. Mais ce n'est pas un débat, en tout cas, qui a touché Louis XVI, à proprement parler. En tout cas, les historiens que j'ai lus, alors moi j'ai plutôt lu les historiens français, parce que mon but c'était de vous éclairer sur le point de vue français. Mais en tout cas, ça n'a pas été un élément qui a porté véritablement dans ces discussions. Merci beaucoup pour votre excellente présentation. Je vous remercie. Vous avez parlé de beaucoup de gens comme Vergennes, comme De Grasse, Rochambeau, les autres, et Lafayette, naturellement. Et je vous demande ici, nous pensons en Amérique de Lafayette beaucoup. Dans le passé, particulièrement dans la Première Guerre mondiale, nous avons Lafayette Escadrille, par exemple. Quand General Stanton était à Picpus, Paris, pour la libération de Paris, il était à Picpus pour Lafayette, nous sommes ici. Mais il y a des autres.
Vergennes, des Rochambeau. Ce qui m'intéresse est est-ce que nous avons une image de Lafayette dans les États-Unis qui est assez Idéalisé? Oui, c'est ça. Idéalisé quand on pense des autres figures. En fait, si l'image de Lafayette a beaucoup compté aux États-Unis, c'est d'abord parce que il fait partie de ces premiers officiers qui sont partis se mêler à la guerre d'indépendance, et surtout sa collaboration avec George Washington. Et voilà, il est resté célèbre pour ça. Mais après, chaque histoire nationale se trouve ses héros, et c'est aussi une façon de maintenir la mémoire. Peut-être on lui donne l'importance qu'il n'a pas, mais enfin, il a quand même joué un grand rôle. C'est grâce à lui, parce qu'il est retourné en France après d'être venu aux États-Unis, en Amérique du Nord. Il est retourné en France pour négocier l'intervention de ce fameux contingent Rochambeau qui a été si déterminant. Donc voilà, donc c'est pas quelqu'un uniquement qui doit sa célébrité parce qu'il était le premier, si j'ose dire, ou parce qu'il a fréquenté Washington et qu'il s'entendait bien avec lui, mais parce qu'il a joué un véritable rôle politique auprès de Louis XVI pour obtenir ce soutien militaire qui a été décisif dans la bataille de Yorktown. Donc je crois que c'est pas galvauder l'importance, il a une importance réelle, en tout cas dans le processus qu'on a décrit aujourd'hui. Après, évidemment, chaque mémoire nationale célèbre ses héros, et c'est certain que Lafayette est plus célèbre que Vergennes. Mais les Américains devraient se souvenir de Vergennes, qui a été un personnage clé dans cette affaire. Donc, comme les autres, je veux vous remercier pour cette présentation fascinante et très pertinente aussi pour notre époque, en pensant encore à la naissance des États-Unis et l'avenir des États-Unis et de la France. Et c'est très intéressant que vous parlez de cette guerre d'indépendance comme guerre mondiale, parce que c'est pas du tout comme ça qu'on pense ici aux États-Unis. L'histoire nationale des États-Unis, c'est un conflit entre les Britanniques et les Britanniques en vrai. Et vous avez parlé de la France et de l'Espagne, mais je suis curieux s'il y avait des autres puissances européennes, par exemple, qui étaient impliquées dans cette conflit. En fait, non, l'Espagne et la France, ça fait déjà beaucoup dans cette affaire, parce que quand on parle si vous voulez, quand il y a une guerre entre la France et la Grande-Bretagne, c'est une guerre qui a tout de suite une portée mondiale, parce que on tente de porter atteinte aux intérêts de l'ennemi, aux Antilles, en Inde, partout où c'est possible. Donc c'est pour ça, et il faut bien comprendre que lorsque Louis XVI a décidé cette intervention, il était conscient de l'ampleur que prendrait ce conflit. Donc évidemment, c'est normal qu'aux États-Unis, on ne voit que l'affrontement entre les insurgés et le gouvernement britannique, mais en réalité, à l'époque, des personnages comme Benjamin Franklin savaient très bien ce qu'impliquerait aussi l'intervention française. Ils savaient que la Grande-Bretagne serait mobilisée sur d'autres théâtres d'opération et ne pourrait pas donc concentrer ses forces ou apporter ses forces. Donc on l'a oublié aujourd'hui parce que dans le discours national, parfois on simplifie. Mais aujourd'hui, en tout cas, l'historiographie française, mais pas uniquement française, tend à remettre cette guerre d'indépendance dans un conflit beaucoup plus important qui a concerné donc ces deux grandes puissances européennes, et même l'Espagne, qui a fini aussi également par intervenir pour le financement de la guerre d'indépendance. Il ne faut pas l'oublier, je n'en ai pas beaucoup parlé parce que mon point de vue c'était la France, mais effectivement. Donc voilà, c'est vraiment, en tout cas à l'époque, les négociateurs américains étaient conscients de ce que représenterait l'entrée en guerre de la France. Merci beaucoup. Alors j'ai une petite question qui me... J'ai affaire à une spécialiste. Pas super spécialiste, mais tu n'as pas comme parlé du côté assez sulfureux que Ben
avait à Paris, parce qu'il a commencé dans les salons pour attirer le financement par les femmes. Oui. Et John Adams a écrit une lettre où il le traite de gros dégoûtant, qui va draguer toutes les femmes. Il dit que c'est incroyable, qu'il nous représente et il ne répond pas au diktat du puritanisme. Il le traite de gros dégoûtant. Puis il y a eu quand même une histoire un peu bizarre, parce qu'il a quand même eu, pendant qu'il était à Paris, une relation avec 2 femmes, dont une qu'il a demandé en mariage, alors qu'il était déjà marié. Il y avait l'Atlantique. Hein. C'est vrai. Et tous ces salons, donc en fait, pour commencer, pour s'initier, pour rentrer à Paris, il a commencé par les femmes. Mais en fait, il ne faut pas isoler Benjamin Franklin d'un certain nombre de pratiques de l'époque. Parce que souvent, on explique aux étudiants que les salons littéraires à Paris étaient des lieux où on parlait de philosophie, où on parlait des pièces de Molière, etc. Mais c'était d'abord des lieux où il y avait qu'on dit en français, des piques-assiettes, qui en fait venaient sans véritablement lire les livres qu'il fallait discuter, qui venaient se faire entretenir gratuitement chaque semaine, parce que le principe d'un salon, c'est qu'il est périodique, il est chaque lundi, chaque mardi, et ceux qui étaient bien introduits faisaient toute la semaine, ils étaient nourris gratuitement, et on y faisait l'amour. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire l'amour au XVIIIe siècle? C'est badiner, c'est draguer, comme on dirait aujourd'hui. Donc ça ne m'étonne pas, et je crois, enfin en tout cas, il ne se singularise pas par rapport à ce qui se faisait à Paris à l'époque. Hein. Non, je disais ça simplement qu'avec John Adams, qui était plus riche. L'un des signataires. Mais on comprend du coup beaucoup mieux grâce à ta remarque, la Franklin-mania. Hein, C'était pas forcément ce que je dis. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que Louis XVI a jamais dit publiquement ou explicitement qu'il a regretté sa décision? Non, je crois pas. Hein, je crois pas. Il a pas eu le temps. J'aimerais dire. Ce qu'il a probablement regretté, mais je ne crois pas qu'il l'ait dit publiquement. C'est évidemment, il ne pouvait pas imaginer que les États généraux dégénéraient en l'Assemblée nationale. Hein, donc voilà, non, en politique, on prend des décisions par rapport à une situation donnée. Bon, certains, il faut penser, essayer d'avoir une vision d'avenir pour prendre sa décision, mais dans les faits, on prend ses décisions par rapport à un rapport de force. Donc le rapport de force, en tout cas, les événements directement qui ont suivi l'alliance franco-américaine lui ont donné raison. Il était du bon côté, si j'ose dire. C'était quand même risqué. C'était risqué de s'engager comme cela. Après tout, ça aurait pu être un fiasco, hein, cette révolte des colons. Et donc, voilà, à partir du moment où ils ont fait leurs preuves, si j'ose dire, il a soutenu. Une question? Oui. Moi, c'est pas une question, c'est juste pour apporter une information. Pour ceux qui sont intéressés par Franklin, et dans son épisode en France, il existe une Série. Une série. Ouais, Sur Apple TV. Ouais, très bien, très bien. Et la deuxième chose, c'est de grâce est tellement important qu'on a attribué son nom au tout dernier SNA, sous-marin nucléaire d'attaque, qui va rentrer en service dans quelques mois en fin d'année. Alors, la question que je ne connaissais pas cette information. Est-ce que ce nom a été donné du fait du 250e anniversaire et que c'est revenu finalement dans la... Alors ça, je ne sais pas, il fait partie d'une série. Hein. Ouais. On a renouvelé les SNA et il va rentrer donc là il est rentré à Toulon, port de Toulon, hein, son port d'attaque, et il fait encore des rotations, il fait encore des essais en mer. Et en fin d'année, pour 2025, il va rentrer en service. Donc j'imagine que ce n'est pas une coïncidence. Parce qu'il y a plusieurs avec d'autres noms. C'est pour un clin d'œil à ce qui se passe aux États-Unis. De deux grâces. Voilà. Le quatrième de la série, le 6. Une dernière question?
Merci infiniment, Xavier. Merci beaucoup.